Bonjour, alors je vais te demander un prénom et puis une ville de résidence. Alors moi c'est D'accord. Première question, qu'est-ce que tu penses de François Hollande? je pense qu'il s'est bien foutu de notre gueule et qu'il a rien à faire dans la présidence de la France. Tu serais favorable à sa destitution? Totalement. D'accord, et même si c'est par le biais d'une insurrection populaire, ça te dérangerait pas? Non, ce serait mieux dans un cadre légal, mais s'il faut en arriver là, je pense que ce serait une bonne solution. D'accord. Deuxième question, supposons que tu sois président de la République et que tu puisses tout de suite dégager les grandes orientations pour rétablir un petit peu de ce qui te semble nécessaire dans ce pays. Qu'est-ce que tu ferais en priorité? Je rétablirais un État qui renouerait sur les valeurs réelles de notre pays, c'est-à-dire la fraternité, l'égalité et puis la liberté. D'accord. Alors maintenant, je vais te poser quelques questions subsidiaires parce que tu nous as confié que tu travailles dans un métier proche du régalien, on va dire. Donc on ne précisera pas quoi. Et à ce titre, il y a toujours des tas de petites questions qui sont toujours intéressantes à poser. Tout d'abord, tu soulevais que ce que tu avais vu, notamment à la télévision, sur Internet, s'agissant comment dire, des foules que l'on voyait dans les manifestations de la répression, qu'il y avait des choses un petit peu bizarres et que même toi, en tant que professionnel, tu avais des doutes. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Ouais, c'est simplement quand je vois certains casseurs agir comme ils l'agissent dans les manifestations, comme dans par exemple les Nuits debout, que je vois les forces de l'ordre interpeller les manifestants et pas les casseurs, ou quand je vois des casseurs péter des dabs ou même des vitrines de boutiques, et lorsqu'il y a un manifestant qui vient voir ces casseurs, leur demandant d'arrêter, et que je vois des forces de l'ordre interpeller tranquillement le casseur ou les casseurs et mettre à terre, visage au sol de ce manifestant, je me dis quand même qu'il y a un problème et que ça me fait penser un peu aux manifestations anglo-saxonnes. Là-bas, c'est monnaie courante de mettre des flics, enfin des policiers en civil pour casser la manifestation et donc de créer un état de cette manifestation donc violente et pour pouvoir disperser cette manifestation et qu'elle s'arrête totalement. Voilà, ça me fait penser à ça. Pour moi, c'est soit des policiers français en civil, à vérifier, mais je pense encore plus des policiers qui sont anglo-saxons, qui viennent soit des États-Unis ou soit du Canada. C'est là-bas qu'on voit le plus ce cas concret, c'est des manifestations non violentes. D'un coup, des casseurs qui viennent, les forces de l'ordre dispersent tout le monde, interpellent les manifestants, mais n'interpellent surtout pas les casseurs puisque c'est des collègues à eux. Voilà. Alors, Ça, j'en suis sûr et certain. à l'attention justement là des jeunes qui sont à Nuit debout et puis de tous ceux qui veulent un petit peu secouer le pays, quel conseil donnerais-tu pour à la fois avoir des mobilisations qui soient réellement effectives, hein, de terrain, des foules qui soient là, et en même temps s'assurer que tout cela se fasse pacifiquement et que ce soit efficace? Quelles seraient les meilleures consignes qu'on pourrait donner pour gérer les forces de l'ordre tout bêtement? Gérer les forces de l'ordre, C'est-à-dire être en interaction avec elles sans que ça parte en pugilat. ça va être compliqué. C'est-à-dire par exemple quand on parle de sit-in, est-ce que c'est déjà des méthodes de mobilisation qui sont beaucoup plus pertinentes que le fait de rester debout tout bêtement? Ouais, le sitting, c'est une bonne solution. Après, en France, c'est la liberté de déplacement. Je sais plus comment on appelle ça. Le citoyen français a le droit de se déplacer librement. Donc personne n'a le droit d'empêcher une personne de se déplacer. Donc le sitting, c'est intéressant, c'est non violent. Donc dès l'instant qu'il y a quelqu'un qui vient péter des magasins, forcément c'est pas les manifestants, surtout si la consigne a été claire et que tous les manifestants sont assis. Donc ça c'est très intéressant.
pour pouvoir manifester librement sans avoir la crainte que les forces de l'ordre viennent interpeller les personnes. Mais encore aujourd'hui, ça va être un peu compliqué, puisque si les forces de l'ordre ont pour consigne, les forces de l'ordre, les casseurs, ont pour consigne de venir et s'asseoir et puis de foutre le bordel, ce sera toujours possible. C'est super compliqué comme... c'est super compliqué de donner des... Et le fait d'avoir, par exemple, bon, moi c'est ce que je préconise un petit peu, mais bon, on peut déjà faire du zèle de procédure hein, dans les déclarations qui sont déjà un moyen de dire nous sommes tout à fait, nous faisons tout bêtement des mouvements qui sont autorisés. Mais lorsque l'on veut faire quelque chose qui sort un petit peu des clous, dire à un moment, lorsque nous avons des consignes de dispersion, je crois qu'elles doivent être répétées 3 fois avant, voilà, on peut très bien dire à la première consigne de dispersion, on n'attend pas, on part ailleurs. C'est une autre possibilité, c'est même préférable. Si vous voulez pas avoir face à vous des forces de l'ordre qui vont devenir de plus en plus violentes en fait, de par les consignes, si vous avez l'ordre de halte gendarmerie ou police, dispersez-vous, ça c'est la première. La deuxième, dispersez-vous, ordre à la loi. Ordre à la loi, dispersez-vous, la troisième, et ensuite ça charge. Donc si à la première déjà les manifestants se dispersent, vont dans toutes les directions, ça va anéantir totalement les gradés de ces forces de l'ordre. Ça c'est sûr et certain, parce qu'il n'y a pas une seule manifestation, enfin de ma connaissance, qui s'est passée comme ça. Donc ça c'est intéressant ça. Est-ce qu'il y a aussi une façon de jouer sur le moral, mais cette fois-ci dans le... qui puisse... alors on sait qu'il y a un devoir de réserve, hein, surtout dans ce cas-là, mais une façon de jouer sur le moral des autorités de police ou de gendarmerie qui soit plutôt positive, c'est-à-dire... Moi, je pense souvent, tout bêtement, à chanter la Marseillaise, puisque c'est le chant national qui est au moins connu par le régalien. Mais des manifestants qui voudraient soit péter une Marseillaise, soit faire autre chose, qui leur attirait de la sympathie des forces de l'ordre. Est-ce que il y a... Tu vois... Là, vous marchez avec le drapeau français. Déjà, vous avez pu peut-être voir de la sympathie auprès des forces de l'ordre, je sais pas. Alors, si tu prends des centaines ou même des milliers de personnes dans la rue avec des drapeaux français criant la Marseillaise, enfin moi personnellement ça me mettra la goutte à l'œil. Personnellement. Et après ces personnes-là, mais moi c'est pareil, c'est sur mon vécu, enfin je sais pas, je pourrais pas disperser ces personnes-là, je serais plus à leur parler, à savoir pourquoi ils manifestent. Et ça c'est que moi. Après j'en connais quelques personnes qui réagiront peut-être comme moi, mais à dire de là que toutes les forces de l'ordre réagissent comme ça, c'est une question de mentalité. On reproche souvent, on va dire aux régaliens en général, d'être des brutes épaisses et sans cerveau. Est-ce que toi, ce que tu as l'impression de voir dans ton secteur professionnel, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et... On dit que le français est tenu par les couilles, excusez-moi de l'expression, mais par le crédit, le travail. Et faut pas se leurrer, hein, on est pareil. Enfin pas... Personnellement j'ai un crédit, mais j'ai qu'un petit crédit, mais il y en a qui sont comme tout le monde, qui sont complètement fermés dans ces crédits. Donc si ils imaginent aller à l'encontre de leur chef, à l'encontre de ça, même s'ils pensent que c'est juste, ils ont toujours cette peur de tout perdre. Tu vois? Je pense que c'est... le gendarme, le policier, toute force de l'ordre comprise, on est comme tout le monde, hein. Faut pas se leurrer. Après, il y en a qui se considèrent peut-être plus comme des cow-boys ou autres, mais on est tous plus ou moins tenus par les couilles. Surtout quand t'as une famille à nourrir. Alors tu me disais aussi que petit à petit, il y avait une évolution dans les consignes qui étaient données par votre hiérarchie. Qui vise moins à assurer finalement la sécurité au quotidien des gens qu'à faire du chiffre. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Alors il y a une légende urbaine qui dit que les policiers ont une prime au TA, à l'amende.
et que le gendarme n'en a pas. Donc ça, c'est plus ou moins faux. Le policier aura une prime, mais elle est ridicule, alors que le gendarme n'aura rien du tout. Par contre, en haut de la pyramide, lui, il se touche 10% au bout des 5 ans, sur les 50 de timbre-amende. C'est comme ça qu'on voit certains se payer des villas de luxe au bout de 5 ans de commandement, je dis au hasard en Picardie. Et ça, c'est du racket. Donc du coup, il y a une pression chez le policier pour chercher la prime, et une pression sur le sous-officier en gendarmerie pour que le commandant de groupement ou le commandant de région touche sa petite prime. C'est 10% ou 20%, ça doit dépendre des régions. Qu'est-ce que tu suggérerais à tous ceux qui peuvent t'écouter aujourd'hui en tant que professionnel et à la fois en tant que citoyen? Un conseil? Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens vraiment en mêlant les deux, ta conscience professionnelle qui est liée à la défense finalement de la nation d'une certaine façon, et de l'autre côté le citoyen qui tout bêtement en dehors de l'uniforme reste un citoyen comme les autres. Justement, on est tous des citoyens. Le militaire a eu le droit de vote en 1981, si je dois pas dire de conneries, ou approximativement dans ces zones-là. Et le citoyen, lui, il l'a depuis un peu plus longtemps, mais bref, on est tous citoyens et on doit tous aller dans la même direction. Qu'est-ce qu'on veut de notre pays? On veut un pays où l'humain est complètement sacrifié sous l'orée du pognon, ou est-ce qu'on veut un pays qui aille dans le sens de l'humain et qui soit un peu plus égalitaire, fraternel, et puis surtout qui pense aux libertés de chacun? Ce qui commence tout doucement à disparaître. On est quand même dans un état d'urgence, je sais même plus depuis combien de temps, mais à mon avis c'est pas près de s'arrêter. Aux États-Unis, je dis pas de conneries non plus, mais je crois que ça fait plus de 20 ans, peut-être même plus longtemps de ça, qu'ils sont en état d'urgence. On se dirige là-dedans. Et le citoyen doit bien comprendre que s'il bouge pas maintenant, peut-être qu'il pourra plus jamais bouger. Là, on est en train de brider tout le monde. Les forces de l'ordre sont ce qu'ils sont, mais ils ont aussi une conscience qu'il faudrait peut-être qu'ils titillent un peu plus. Ce serait bien qu'ils voient les conséquences de leurs actes pour plus tard, pour leurs enfants. Parce que on est tous pères de famille, dans les forces de l'ordre, beaucoup en tout cas. Et quand ils regardent leurs gamins, qu'est-ce qu'ils pensent? Enfin moi je vois mes gamins et je les vois mal barrés. Et ce serait bien qu'on se bouge un peu plus le cul, que les gens comprennent, sans rentrer dans une violence, pacifiquement, légalement, que va falloir bouger, quoi, qu'on arrête de rentrer dans un système comme ça, là, comme on est en train de faire, comme l'Europe est en train de nous décider, quoi. On nous dégraisse, on nous engraisse pas, on nous dégraisse pour engraisser certains. On est en train de tout nous foutre en l'air. On avait un système éducatif qui était haut du panier. On est à ras les pâquerettes. Faut pas se leurrer, on regarde les programmes de nos enfants, c'est du grand n'importe quoi. On regarde le système au niveau de la santé, on était numéro 1, on était au top. Tout le monde pouvait se soigner. Aujourd'hui, quand moi je tombe malade, je préfère encore essayer des phytothérapies, je sais même pas si ça marche, je pense que c'est plus du placebo que d'aller voir le médecin. Parce que ça devient de plus en plus pénible. Et en plus, dans pas longtemps, quelqu'un qui a le cancer, il va être obligé de payer 44 000 € le programme de la thérapie pour pouvoir survivre à 40% de sa maladie. Qu'est-ce qu'on veut exactement? On veut vivre correctement ou on veut vivre misérablement? Il n'y aura pas de travail pour tout le monde, faut pas se leurrer. Il n'y aura pas de... L'état d'abondance, il n'existe plus. L'État, il s'en fout, il n'existe plus non plus, il est européen. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on retrouve notre souveraineté, qu'on a totalement perdue. Puisque quand on voit les manifestations, les canons à eau, ils sont pas français, ils sont belges. Les policiers commencent à tirer la langue, donc ils vont bientôt être anglais, italiens.
Encore en Italie, c'est pas sûr vu qu'ils sont en grève. Donc à un moment donné, il va falloir réfléchir et puis se poser les bonnes questions pour que on puisse vivre dans une France. La France qu'on a tous rêvé. Enfin moi quand j'étais gamin, je voyais la France comme la patrie d'égalité, la patrie de la fraternité, la patrie de la liberté. Or, là, on constate que c'est pas du tout le cas. Voilà. Alors, j'aimerais aussi te poser la question. Actuellement, on constate qu'il y a une sorte de défiance, on va dire, entre policiers, gendarmes et magistrats. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que tu constates de ton quotidien et pourquoi il y a cette défiance? Elle est toute simple, hein. Parce que la justice manque de moyens, que la politique, à mon sens, préfère avoir des délinquants dans la rue et créer des troubles, que les gens puissent se focaliser sur certains types de personnes, comme les Roms, les Manouches, les Arabes et compagnie, quoi, que de se focaliser sur le vrai problème qui est les SDF, les enfants pauvres, les enfants déscolarisés, et que la magistrature est complètement prise dans le tourbillon du... alors j'ai besoin de tant de pognon, mais j'ai pas les moyens nécessaires, donc qu'est-ce que je dois faire? Bon, ben délinquant, je vais le relâcher, parce que de toute façon, on n'a pas les moyens de lui payer un séjour de ne serait-ce qu'une semaine en prison, puisque nos prisons sont privatisées, et que c'est bien des fonctionnaires qui travaillent dedans, mais ils sont tous privatisés par Bouygues et compagnie. Hein. Donc tout ça, ça a un coût que la justice doit payer et qu'ils n'ont pas les moyens. Donc voilà. C'est même pas forcément toujours une corruption des magistrats au niveau intellectuel. Il y a toujours, comme à Clermont-Ferrand par exemple, le tribunal est très... c'est des gauchistes, hein. C'est le PS. Alors que le tribunal, par exemple, de Senlis en Picardie, ou Montluçon, ou Bourges, ou Lyon, c'est plus des tribunaux de droite. Donc Clermont-Ferrand va plus favoriser... déjà va interdire de péter les portes, déjà, parce que ça a un coût que les tribunaux doivent prendre en compte. Alors que les autres tribunaux, c'est open, hein. On pète les portes. Après, on s'arrangera toujours pour payer la porte. On trouvera toujours un moyen, surtout que ce qui paye le plus, c'est le trafic en drogue. On saisit, on revend, et puis on se rembourse comme ça. Voilà. Et pourtant, le magistrat, il est formé au droit, donc il est censé au moins faire appliquer la loi telle qu'elle est. Ouais, c'est sûr. Si, par exemple, t'as une personne qui commet un cambriolage, il est susceptible d'avoir X années ou mois de prison. Enfin, c'est toujours... c'est humain. Donc c'est le juge qui va décider. Ou le juge des libertés et de la détention. Mais après, c'est une question de pognon. Et qui a modifié la loi? Si c'est quelqu'un de droite, le tribunal de gauche aura toujours un peu plus de mal à la faire appliquer. Et si c'est un tribunal de droite pour une loi de gauche, c'est pareil. Ça aura toujours plus de mal. Et c'est toujours difficile d'emprisonner, de mettre en prison quelqu'un qui va commettre un cambriolage, donc qui rapportera rien, qui sera obligé d'être payé par la justice, donc par nous, forcément, qu'un délinquant, un délinquant routier qui aura n'importe quelle bagnole, hein, qui dépasse à plus de 60 km/h à limitation de vitesse, boum, 2 mois de prison. Lui, c'est lui qui va payer son séjour en prison, c'est lui qui va rembourser les moyens mis en œuvre pour son arrestation, etc. Et du coup, les frais de dossier seront pris à sa charge, puisque la personne elle a déjà un véhicule, donc normalement, elle doit travailler. Sauf s'il est insolvable, donc là, cet exemple ne marche pas. Et généralement, c'est pas des personnes insolvables qui ont fait ça. Et toi, tu as déjà assisté, alors soit directement, soit indirectement, à des prises de bec entre des autorités de police ou de gendarmerie avec un magistrat? Ouais, totalement, ouais. Surtout lorsque... Enfin, ça m'est arrivé 2 fois, en fait. La première fois, quand
on a interpellé le fils d'un sénateur avec prise de stupéfiants, cocaïne, héroïne. Et où apparemment on n'avait pas à l'avoir interpellé. Et puis surtout le collègue chargé de faire toute la paperasse avait mal fait son travail apparemment. Donc du coup c'est OPJ. Mais du coup il y avait prise de bec quoi. Parce que le gendarme ou le policier, il comprend pas. Tous les jours il lui emmène devant un trafiquant de drogue pour ses amis ou pour se faire du pognon. Lui il chopera toujours quelque chose, mais par contre le fils du sénateur lui il chopera une COPJ, c'est un contrôle judiciaire. Voilà, c'est tout. Après il y a toujours il y a un autre exemple, l'exemple de la délation. Donc le juge va dire voilà, j'ai reçu un courrier comme quoi telle personne a fait tel délit ou crime. Et la personne chargée de faire cette enquête se prend la tête avec ce magistrat parce qu'il ne voit pas l'intérêt de faire cette enquête au vu du crime ou du délit qu'il a commis. Par exemple, une personne qui, soi-disant, trafique... je prends encore le trafic de stupéfiants parce que c'est ça qui fait le plus de pognon avec la délinquance routière. Celui qui va trafiquer pour des amis se fait balancer par un ami. Donc, mais les forces de l'ordre sont pas connes. Elles savent très bien que ce délinquant-là ne va pas forcément faire du pognon. Donc c'est une enquête qui mènera à rien, sauf à des statistiques. Et les statistiques chez les forces de l'ordre s'en bat les couilles. Tout ce qu'on veut, c'est que les gens vivent bien et à l'abri des crimes et des délits d'autres personnes. Donc il y a des fois des incohérences entre ce qu'on nous demande de faire et ce que la justice veut qu'on fasse. Sur une telle affaire, la réaction du policier ou du gendarme aurait été de dire suivons la filière complète, tandis que la réaction du magistrat, c'est occupez-vous simplement de l'individu. C'est ça. Il y a, dans certaines villes, il y a du gros banditisme, dans toutes les grandes villes, il y a du gros banditisme, faut pas se leurrer. Ce grand banditisme, il est un peu protégé, quoi. C'est un peu compliqué à toucher. Parce que ça touche d'autres personnes qu'il faudrait mieux pas toucher. Et qui sont pas forcément considérées comme du grand banditisme. Qui sont même considérées comme des personnes qui sont raisonnables, qui sont... Enfin, c'est le haut du panier. Et à côté de ça, le jeune des cités, lui, il s'en fout de tout ça. Il essaye de vivre comme il voit partout. Donc il essaye de s'en sortir et c'est pas forcé de s'en sortir en trafiquant, mais forcé de constater qu'il y a beaucoup de consommateurs en France et que c'est le business qui rapporte le plus. Donc c'est plus facile de taper sur une personne comme ça que sur le grand banditisme, celui qui va fournir vraiment la cam à cette personne-là. Ça permet de te poser une dernière question à ce sujet. S'agissant du cannabis en particulier, est-ce que tu penses que ça serait beaucoup plus logique de légaliser, donc d'avoir un marché contrôlé et puis qui permette de décharger les policiers de ce travail de recherche sur ces stupéfiants-là pour s'occuper de choses beaucoup plus graves et en même temps d'avoir un réel contrôle sanitaire, ou tu penses qu'il vaut mieux quand même garder un accent répressif là-dessus? Ça fait quelques années que je travaille là-dedans et force est de constater que ça n'amène à rien, mis à part gâcher totalement du temps, de l'énergie aux forces de l'ordre et du pognon aux contribuables. Et que la consommation augmente et commence à toucher en plus des mineurs, de plus en plus, chose qui n'existait pas il y a même 15 ans. Et le fait de contrôler, de légaliser par exemple le cannabis et même les drogues dures, au Portugal c'est ce qu'ils font. Ça marche très bien. Est-ce que c'est une dépénalisation au Portugal? Oui. Mais il me semble que par exemple quand ils chopent quelqu'un en train de consommer par exemple de la cocaïne, il va pas en prison. Voilà. Donc déjà ça c'est pas mal. C'est bien. On considère comme un malade et non comme un délinquant. Parce que c'est pas un délinquant.
c'est un malade. En France, on soigne les alcooliques. C'est quand même une drogue dure, l'alcool. Faut pas se leurrer. Enfin, je sais pas qui pense encore aujourd'hui que l'alcool n'est pas une drogue dure. Et pourtant, on fait plus de contrôle. On fait moins de contrôle sur l'alcool que d'interpellation sur les produits stupéfiants. Un délinquant, un criminel même qui consomme du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, n'importe quelle drogue, sera plus intéressant que le mec qui conduit sa bagnole bourré, quoi. Faut pas se leurrer, ça rapporte pas mal et puis ça donne une bonne image quand même. On est là pour vous protéger, quoi. C'est sympa. Sauf que la personne qui a fumé son pétard et qui 2 jours après prend son véhicule, il a parfumé de cannabis, ben, il fait un contrôle police, gendarmerie, tiens, la personne est fatiguée, contrôle salivaire, sa vie elle est morte, elle est complètement foutue. Parce que s'il passe mal au niveau du juge et si le juge est de droite, par exemple, ben, il va ramasser, sa vie est complètement pétée. Et je te parle même pas des adolescents entre 16 et 18 ans. Eux, ils sont déscolarisés, quoi. Après, t'as le gamin qui va de 18 piges, 20 piges, qui est considéré comme un dealer alors qu'il achète pour tous ses potes. Et lui, on va le mettre en prison. Pour X raisons, hein. Il y en a qui vont pas en prison non plus, hein. Ils vont pas tous systématiquement en prison, mais si ce mec-là, il va en prison, il est en contact avec des grands... Enfin, des mecs qui ont fait pire. Et là, c'est l'engrenage, parce qu'après, tu t'en sors pas, de toute façon. Dès l'instant que t'as mis un pied en prison, j'ai jamais vu quelqu'un s'en sortir, personnellement. Merci pour ton témoignage, et puis je te souhaite bonne continuation. Merci, bonne continuation à vous, surtout.